Lorsque nous avons commencé à parler de ces cours publics, nous avons assez rapidement identifié deux séquences. Une première séquence, nous sommes en plein là-dedans, sur comment ce patrimoine de l'industrie, l'architecture industrielle, a pu voir le jour. Et puis une deuxième séquence qui commencera au mois de janvier, sur comment ce patrimoine-là a été reconnu, comment il est apprécié aujourd'hui, comment il est étudié, protégé éventuellement, et la place que ce patrimoine commence à prendre dans l'évolution de nos territoires, en France et ailleurs. Mais on a eu une autre démarche aussi, c'était de penser un tout petit peu aux différents intervenants potentiels, en leur demandant ou en se demandant quel serait le sujet sur lequel il serait bien. Et en me posant cette question-là, sur quoi j'aimerais causer, je n'ai pas hésité un instant, j'ai décidé de vous parler des tabacs. Car en effet, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'étudier depuis la fin des années 1970, pas à plein temps évidemment, mais un sujet aussi qui permet, dans le cadre de ces cours, me semble-t-il, la possibilité de regarder un petit peu l'évolution de l'architecture d'un secteur industriel, des formes bâties que ce secteur industriel s'est donné, et de voir comment, sur une durée assez longue, donc du 18e jusqu'à nos jours, ces formes ont évolué. Ceci dit, il s'agit bel et bien d'une industrie à part, d'une industrie, comme Béatrice vient de le rappeler, qui est une industrie d'État, une industrie qui, pour des raisons fiscales, a été monopolisée très tôt. Et pour commencer avec les images, simplement pour vous rappeler qu'évidemment, le tabac est inconnu dans le vieux monde avant les découvertes du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et cette première image, qui vient d'un récit de voyageurs dans les années 1550, nous rappelle un petit peu cette découverte. Ça vient d'un ouvrage du moine André Thévé, qui décrit ce qu'il a vu au Brésil et qui décrit notamment ces Indiens qui consomment du tabac. On les voit déjà en train de consommer du tabac par la fumée, comme des cigares. Donc c'est une nouveauté pour le vieux monde, introduit justement par l'ambassadeur Nicot à la cour de Catherine de Médicis, introduit également en tant que culture par ce même moine André Thévé, qui va ramener des graines et qui va s'aimer pas loin de Clairac, dans le département, je crois que c'est dans le Lot, ou Lot-et-Garonne, enfin, dans la vallée du Lot, un des débuts de la culture du tabac en France. Mais très rapidement, cette nouvelle plante qui s'avère être quelque chose qui crée des grands asservissements et des grands plaisirs, mais qui ne peut pas être considéré comme une denrée de première nécessité, est considéré comme un support idéal de fiscalité. Et un peu partout dans le monde, le tabac est un support d'impôts, de taxes, et en France, la toute première taxe sur le tabac, c'est ce qu'on appelle le pétain à l'époque. C'est un droit de douane qui est introduit en 1621. Ensuite, je fais très rapidement ce contexte administratif du monopole pour qu'on puisse mieux apprécier cette architecture d'État au fur et à mesure. Il y a donc création d'un monopole d'État par Colbert en 1681, un monopole donc qui, comme tous les impôts indirects sous l'Ancien Régime, est affermé à une compagnie de financiers. C'est à un moment donné la Compagnie des Indes, ça va être ensuite, pour la plus grande partie du XVIIIe siècle, la Ferme Générale. Ce monopole va perdurer en fait jusqu'en 1995, date de la privatisation de l'ACETA. Mais entre-temps, il y a une parenthèse d'une vingtaine d'années, au moment de la Révolution française, où, un peu sous l'influence des idées de liberté qui sont en cours à cette époque-là, le droit de cultiver et de fabriquer et de vendre le tabac sera rendu libre sur l'ensemble du territoire. En 1810, Napoléon Ier, qui a besoin de ressources pour aller, par exemple, à Moscou, décide qu'il va rétablir ce monopole d'État, un monopole donc qui englobe l'achat
des tabacs en feuilles, la fabrication des tabacs et la vente. À la différence du monopole de l'Ancien Régime, ce monopole-là, ce monopole napoléonien, va être sous la tutelle directe de la Régie des droits réunis qui dépend directement du ministère des Finances. Et tout au long du XIXe siècle, ce monopole, qui va changer plusieurs fois de nom, ça va être les contributions indirectes, ça va être la Direction générale des manufactures de l'État. Tout au long du XIXe siècle, donc cette industrie est sous la tutelle directe du ministère des Finances. Encore des changements de statut en 1926, la création de la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d'exploitation industrielle des tabacs. C'est la naissance donc de ce service d'exploitation industrielle des tabacs. Et ensuite, lorsque le monopole fiscal sur les allumettes chimiques est attaché à ce monopole-là, c'est la naissance du CETA. Le CETA dont vous avez sans doute entendu parler, j'imagine. Le CETA, donc, qui deviendra la CETA, Société nationale, en 1980, et sera ensuite privatisé en 1995, comme je l'ai dit. Et donc, cette histoire d'une industrie qui est gérée par l'État va donner lieu à une industrie extrêmement contrôlée, une industrie extrêmement centralisée, et une industrie aussi qui a une architecture assez exceptionnelle. Et on va continuer maintenant à regarder un tout petit peu, dans un premier chapitre, comme je l'ai annoncé, un premier chapitre sur les manufactures de l'Ancien Régime, avec cette image qui représente un atelier dans l'une des premières manufactures, ça se trouve au Havre. Un document qui vient du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, qui date sensiblement de 1728, et où on voit, ce qui est intéressant, on voit déjà l'intérieur d'un atelier de production dans une de ces premières manufactures, à l'époque gérée donc par la Compagnie des Indes. Et ce qui est intéressant, c'est en fait quel est le produit qui sort de ces ateliers. C'est du tabac qui est filé. On voit à droite, ici, des tables des fileurs qui enroulent des feuilles de tabac pour faire des espèces de cordes. Et ces cordes-là, c'est sous cette forme-là que le tabac est vendu essentiellement sous l'Ancien Régime. Ça s'appelle des rôles. Et ces rôles-là, le consommateur, il en fait ce qu'il veut. Il peut le réduire en poudre pour la priser, ou il peut le découper en petits morceaux pour la fumer en pipe. Mais c'est une forme assez primitive de présentation des tabacs. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, j'ai amené avec moi 2 rôles. Enfin, c'est un emballage sous blister, comme on dit, un emballage tout à fait moderne. Mais je vais faire passer, si Béatrice veut bien. Et je vous invite à sentir aussi, parce que, bon, il n'y a pas souvent des illustrations olfactives dans ces cours, mais effectivement, l'odeur, c'est un peu l'odeur qu'on peut ressentir dans une usine à cigarettes ou dans une manufacture des tabacs encore de nos jours. Donc cette manufacture du Havre, qui est l'œuvre, donc on voit ici déjà quelques phénomènes qui sont d'une part la concentration de la main-d'œuvre, un travail aussi d'enfants, et on voit des enfants qui sont sous la table en train de passer des feuilles aux ouvriers fileurs. Et cette manufacture-là, on le connaît aussi de l'extérieur. Ici, donc, on voit la façade dessinée par l'architecte Jacques Gabriel, 5e du nom, qui était le premier ingénieur des ponts et chaussées, qui est un ingénieur du roi, un architecte du roi. Donc, on est bel et bien dans un manufacture royale. On voit l'entrée de cette manufacture qu'on voit toujours dans la carte postale du début du XXe siècle, avec les armes de la Compagnie des Indes qui dominent cette porte principale, les armes qui sont reprises par la suite sur les vignettes qui ferment les paquets de tabac. C'est un peu anecdotique, mais en fait, cette manufacture, comme vous le savez peut-être, le Havre était bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tout ce qui est resté debout à la suite de ce bombardement, c'est cette espèce de porte monumentale
qu'on a presque aussitôt, en 1945, classé au titre des monuments historiques. Alors j'ai appris l'autre jour, grâce à Bernard Toulier qui parlait du Havre aux entretiens du patrimoine, que ce classement était en quelque sorte un combat contre la reconstruction du Havre par Perret. En mettant des monuments XVIIIe siècle classés, on limitait un petit peu l'extension du plan Perret pour la reconstruction du Havre. Toujours est-il que cette porte monumentale a été démontée dans les années 1960 et aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les pierres qui ont été démontées, qui ont été stockées quelque part. C'est donc, à ma connaissance, le seul exemple d'un monument historique égaré. Mais il y a d'autres manufactures qui, fort heureusement, ont survécu, et c'est notamment cette splendide manufacture de Morlaix, donc en Bretagne. Pourquoi ces premières manufactures se trouvent-elles dans ces ports, donc sur la façade atlantique? C'est parce que, à cette époque-ci, sauf exception, la culture du tabac est interdite en France. Les fermiers du monopole estiment que des bons rendements fiscaux et culture indigène et contrebande sont incompatibles. Et donc, il est interdit de cultiver du tabac en France. Et donc, le tabac est importé, notamment des colonies de Virginie et de Maryland, donc du Nouveau Monde, via l'Angleterre. Enfin, il y a des entrepôts et des commerçants, des négociants qui sont basés à Glasgow et à Bristol, et ensuite le monopole français achète son tabac qui est livré, comme on le voit ici, qui est livré par voie de mer devant cette splendide manufacture qui, comme je le vois, comme vous voyez, date de 1736-1740. Encore une fois, un architecte du roi qui en est responsable, son nom est à peine lisible, mais figure malgré tout sur la gravure, c'est Jean-François Blondel, un architecte du roi pas très connu, enfin il est l'auteur par ailleurs du Palais des Consuls et on le confond souvent avec son neveu, Blondel, Jacques, qui est l'auteur de plusieurs discours sur l'architecture. Blondel, donc, comme on le voit, dans cette splendide gravure d'ailleurs qui se trouve à la Bibliothèque nationale. C'est une gravure qui fait 76 cm de long sur 46, c'est vraiment un document extraordinaire. Présente, je pense, à la manière, un architecte aujourd'hui va faire une restitution en 3D du bâtiment qu'il propose afin de séduire le commanditaire, afin de montrer la beauté de l'objet architectural qu'il propose. Je pense que c'est un document de cette nature-là, mais c'est malgré tous les détails un peu pittoresques, en fait, il y a des fumeurs au premier plan, on voit des gens en chaises à porteurs, on voit toute une ambiance de ce port de Morlaix, donc ce bassin à flot qui a été réalisé dans les années 1720. On voit la création d'une manufacture et en réalité, il s'agit, je pense, d'un dessin par l'architecte. Un petit détail parce que c'est un document qu'on peut comparer avec le devis pour la construction de la manufacture, un devis estimatif qui se trouve aux archives départementales à Rennes, un archive de l'Ille-et-Vilaine, où on lit par exemple que la hauteur des bâtiments entre le pavé et l'entablement pour ce bâtiment-ci est de 30 pieds, une mesure de l'Ancien Régime, tandis que pour ce bâtiment-ci, la hauteur est seulement 29 pieds. Et effectivement, à regarder de près la gravure, on voit qu'il y a une légère différence de hauteur sur la représentation de ces bâtiments. Un document qui, malheureusement, on n'a pas de représentation de l'intérieur des ateliers, mais il faut imaginer donc un peu ce qu'on a déjà vu sur le Havre, donc un travail essentiellement manuel qui va déjà concentrer un très grand nombre d'ouvriers, jusqu'à 500, 600 au milieu du XVIIIe siècle. Deux bâtiments de logement, des bâtiments de logement qui se distinguent justement par leur toiture à la mansarde. C'est ce bâtiment-ci qui est le bâtiment de l'inspecteur de la manufacture et des contrôleurs, et ce bâtiment-ci qui est le bâtiment des receveurs de la ferme, c'est-à-dire c'est là où les entreposeurs vont
acheter le tabac, vont le prendre en charge pour ensuite le diffuser auprès des débitants. Hein. Il y a déjà avec la Ferme Générale, qui est une immense entreprise administrative, une organisation très hiérarchisée de la vente du tabac. On peut regarder un tout petit peu plus près ces bâtiments. Donc, l'hôtel qui abrite le contrôleur de la manufacture, par devant une cour, une grande cour carrée, avec ici donc les bâtiments des ateliers superposés sur 2 étages. Ce bâtiment-là, qu'on connaît sous le nom de bâtiment de l'horloge, hein, on le voit, l'horloge, fait à peu près une centaine de mètres de longueur, pour vous donner quand même un petit peu l'équivalence. Ce qu'on note aussi, c'est que tout l'ensemble est ceint d'un mur, un mur qui fait 12 pieds de hauteur, donc qui monte jusqu'au premier étage, et qui est là pour protéger cette matière fiscale des ennemis du fisc, qui, en France, sont toujours assez nombreux. On peut voir aussi l'autre bâtiment de logement, hein, l'hôtel des receveurs de la ferme, et un peu anecdotiquement, on voit donc des gens, peut-être des livraisons de tabac sur le quai, peut-être ici un de ces bateaux sous pavillon anglais qui vient livrer les tabacs à cette grande manufacture de Morlaix. La cloche de la manufacture qui donc sonnait l'ouverture des ateliers et la fermeture des ateliers existe toujours sur place, porte la date de 1740. Et puis on note ici donc ce bâtiment entre les 2 résidences, c'est des magasins. Là, il y a une petite spécificité architecturale, c'est que le tabac, lorsqu'il est stocké, doit être protégé de la lumière directe qui est susceptible de générer des fermentations non contrôlées. Hein. Donc voilà des bâtiments de stockage pour la matière première et pour les produits finis, avec ces murs aveugles. Alors, une photo aérienne de 1952 environ, qui montre donc cet ensemble du XVIIIe siècle, toujours en activité à l'époque, spécialisé dans la fabrication de cigares à ce moment-là. Donc, ce bâtiment des receveurs de la ferme. Ici, on voit aussi le bâtiment du contrôleur et des inspecteurs, les ateliers autour de la cour, mais ce qu'on note aussi, ce qui est très important dans le patrimoine industriel, c'est que le site n'est pas resté figé dans son état d'origine, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution constante tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, qui a vu donc l'addition de bâtiments dans la cour, qui a vu dans les années 1920 la construction de nouveaux ateliers, notamment ici, c'est un bâtiment qui est construit en béton armé, et derrière de nouveaux ateliers, ainsi qu'une cheminée qui dénote évidemment la présence d'une machine à vapeur qui arrive à Morlaix vers 1870. Mais on note quand même toujours le bassin à flot qui sert toujours pour la livraison des tabacs par voie de mer. Et une photo, un souvenir de vacances il y a 2 ans, cette manufacture est toujours en place et en effet a été classée au titre des monuments historiques en 2001. Voilà donc pour Morlaix. Mais Morlaix n'est pas la seule manufacture de l'Ancien Régime. Cette ferme du tabac va organiser la production dans une dizaine de manufactures. Les nombres sont un peu fluctuantes, mais on voit ici, dans une carte de distribution des tabacs qui provient des archives d'Antoine de Lavoisier. Lavoisier, il faut le préciser, était l'un des fermiers du tabac, et c'est en tant que tel, justement, qu'il a été condamné à mort pendant la Révolution. Il est fermier du tabac, et c'est une carte de distribution qui nous permet de voir d'autres manufactures, dont Dieppe, c'est une des toutes premières, Le Havre ici, voilà Morlaix qui approvisionne les villes comme Nantes, d'autres manufactures, il y en a une à Sète, il y en a une momentanément, enfin un certain nombre d'années à Marseille, à Toulouse, à Tonneins. Tonneins, c'est une petite ville donc aujourd'hui dans le département du Lot-et-Garonne où il y a eu toujours une longue tradition de production du tabac. Et ce qu'on voit également, c'est un lieu de fabrication tout à fait importante à Paris. Et c'est à Paris, alors l'image n'est pas excellente, mais le siège de la ferme de l'Ancien Régime et des ateliers de production de la ferme se situe on ne peut plus centralement à Paris,
entre donc le Palais du Louvre et le Palais des Tuileries. C'est la rue Saint-Thomas du Louvre, dans une partie donc qui a été nettoyée par l'urbanisme, je pense déjà, de la monarchie de Juillet, mais cet hôtel-là, qui abrite donc les gestionnaires de la ferme, abrite également des ateliers de production. Et c'est justement des ateliers de production qui sont représentés dans les incontournables planches de l'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, que je vais vous montrer sans trop insister là-dessus, mais qui permet de comprendre un petit peu des techniques de fabrication à l'époque, à l'Ancien Régime. Une manufacture de tabac, la manufacture des tabacs, comme dit l'auteur de l'article sur le sujet, n'exige ni des machines d'une mécanique compliquée, ni des ouvriers d'une intelligence difficile à rencontrer. Et les différentes étapes de la production se suivent donc à partir de l'arrivée des tabacs dans des boucaux, ce sont des espèces de tonneaux en bois, où on va tout de suite se mettre à les ranger selon la date et selon la provenance dans des cases. On va faire aussi une opération qui s'appelle l'époulardage. Je pense que c'est du jargon d'atelier, ça veut dire secouer les feuilles pour enlever la poussière. Il paraît que quand on secoue les maniocs, les bottes de tabac, ça ressemble un tout petit peu à une poule qu'on ramène vivante du marché, donc ça s'appelle l'époulardage. On voit ensuite un deuxième atelier, c'est la mouillade. Les tabacs sont très secs lorsqu'ils arrivent dans les manufactures, et pour empêcher qu'ils partent en poussière, il faut les mouiller. On les mouille avec de l'eau, parfois de l'eau légèrement salée, encore une fois, pour empêcher des fermentations. Et donc, on va mouiller les tabacs. On note simplement du point de vue de la représentation de l'architecture de ces ateliers que là, on est de nouveau dans un atelier avec des petites fenêtres, protégées donc de la lumière directe du soleil. En revanche, plus bas, troisième atelier, troisième étape de fabrication s'appelle l'écotage. Alors, une feuille de tabac a une nervure centrale qui s'appelle la cote. Il faut enlever cette cote, donc c'est l'écotage effectué ici, près de la fenêtre, donc bien éclairé, par, c'est peut-être des enfants qui sont représentés. Ensuite, on va poursuivre avec la même main-d'œuvre que nous avons déjà vue au Havre, c'est-à-dire le filage des tabacs, la fabrication de ces rôles de tabac, alors deux méthodes qui sont présentées dans l'encyclopédie, la méthode à la française, comme on dit, où on voit un enfant qui tourne une espèce de rouet pour embobiner ce boudin de tabac, ou la méthode à la hollandaise, où, encore une fois, on voit des enfants sous la table en train de passer les feuilles de tabac au fileur. Ensuite, les boudins de tabac vont être conservés sur des rouets comme cela, et ensuite des coupeurs vont couper des longueurs de tabac pour faire un autre produit qui se fait jour à cette période-là, qui s'appelle une carotte. C'est-à-dire, on va prendre plusieurs longueurs de rôles qu'on va découper et qu'on va agglomérer ensemble sous une forte pression. On va faire des moules en bois, les parties mâles et femelles. On va mettre ces rôles entre les parties bois et on va les serrer dans des presses avec des vis pour faire des carottes. Alors, encore une fois, si vous ne connaissez pas les carottes, j'ai ici l'une des toutes dernières carottes fabriquées en France à la manufacture de Morlaix. C'est du tabac, comment dire, à l'état brut. Et ils sont pas mal. Donc voilà, une carotte qui va ensuite être ficelée. Alors la carotte qui peut tourner un petit peu dans la salle est empaquetée en cellophane, mais l'emballage, donc 18e siècle, c'était l'enrouler avec de la ficelle, et ensuite ça va être pareil, en fait, ébarbé pour le rendre présentable. Donc l'encyclopédie présente cette industrie qui, encore une fois, est une industrie qui, à l'époque et pendant encore longtemps, nécessite assez peu de machines, une petite mécanique manuelle, mais qui concentre, étant donné que le nombre de manufactures est limité, concentre déjà des nombres très importants d'ouvriers et d'ouvrières.
Passons très rapidement donc sur cette période de liberté de fabrication qui intervient à partir de 1791, avec la liberté de produire, de fabriquer le tabac sur l'étendue du royaume, qui va voir émerger quelque chose comme 1300 fabriques privées. Il y a effectivement un État préparé par l'État, un État statistique, je veux dire, préparé par la Régie des droits réunis en l'an 9, donc en 1804, qui dénombre le nombre de fabriques privées par département. Et pour les 101 départements que compte la France à l'époque, il y a 1300 fabriques. Parmi ces fabriques, un certain nombre prennent une grande importance. Il y a notamment à Strasbourg une fabrique Ganzinotti qui devient très important. Et à Paris, la fabrique Robillard, la manufacture des citoyens Robillard, oncle Neveu et compagnie, qui est dans la maison Longueville, rue Thomas du Louvre, enfin le sang évidemment a disparu, devient une très grande entreprise, l'une des 4 plus grandes entreprises parisiennes de l'époque, et qui va, en 1808, quitter donc l'hôtel de Longueville pour s'installer dans l'hôtel Daunier, qui est aujourd'hui la mairie du 9e arrondissement. On va construire des ateliers derrière l'hôtel, je pense que c'est là où passe aujourd'hui le passage Jouffroy. C'est bien cela? Oui. Bref, pendant la Révolution, donc, une explosion de petites fabriques, des petites fabriques assez artisanales. On ne renonce pas, en rendant libre l'industrie, à lever les impôts sur le tabac. Et toute une panoplie des mesures d'imposition, des droits, des licences, n'arrive pas, selon l'État, à lever le type d'impôt qu'on arrivait à lever avec la ferme générale à la fin de l'Ancien Régime. À la fin de l'Ancien Régime, les tabacs, la ferme du tabac, le monopole, représente quelque chose comme un 20e des revenus fixes de la couronne, pour dire l'importance de cet impôt indirect. Pendant la Révolution, on crée des droits, on crée des licences. Les fabricants doivent payer des licences de 1000 francs par an, une somme qui est augmentée à 3000 peu après 1804. Et à ce moment-là, on voit une baisse considérable du nombre de fabriques privées. Ils sont à peu près 300 au moment où Napoléon Ier décide donc que la meilleure manière de lever l'impôt, c'est de rétablir ce monopole. Il y a une anecdote qui est racontée par Maxime Ducamp sur comment ce monopole est rétabli, c'est qu'un bal aux Tuileries à l'automne de 1810, il voit une dame richement parée de diamants, et il demande qui est cette dame, et on lui dit c'est Madame Robillard, qui est donc l'épouse du fabricant des tabacs. Et bon, évidemment c'est anecdotique, mais c'est clair que les bénéfices immenses que commencent à faire les barons du tabac pendant la Révolution intéressent au plus haut point le fisc. Et c'est la raison pour laquelle, en 1810, décembre 1810, un décret rétablit ce monopole. Passons encore peut-être un tout petit peu, avançons un tout petit peu dans l'histoire avec une gravure qui représente l'ensemble de l'industrie. Je pense, enfin le document n'est pas daté, mais je pense qu'on est sous la Restauration dans les années peut-être 1820, avec l'évocation donc de la récolte du tabac dans les colonies, travail d'esclaves, donc dans les colonies américaines, Virginie, Maryland, et ensuite on a à peine évolué depuis les planches de l'encyclopédie, les tabacs qui arrivent, le travail de mouillade, ensuite le travail des fileurs, là, toujours un petit garçon qui tourne le rouet, là, la fabrication des carottes, toujours les mêmes systèmes de presse, et là, c'est le débit. C'est là le débit de tabac. Alors en 1835, on sait qu'il y a à peu près 24 000 débitants en France, on n'est pas loin d'un débitant par commune. Et on sait également, et c'est ce que je veux évoquer avec cette image du débit, c'est qu'on sait également que la consommation annuelle par habitant est d'environ 300, c'est assez précis quand même, 393 grammes de tabac par an par habitant. Et cette consommation se divise à peu près en deux parties.
entre les tabacs à priser et les tabacs à fumer. 212 grammes en tabac à fumer et 181 grammes en tabac à priser. Et le tabac à fumer, on voit à gauche avec ces hommes qui fument leurs pipes, sans doute des pipes en terre à ce moment-là, ou ensuite à droite, la prise. Le tabac à priser reste, et encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, un produit très important. Alors revenons donc au début de ce monopole. La Régie des droits réunis en 1810, début 1811, va racheter un certain nombre d'usines pour exploiter le monopole. Elle va racheter des manufactures de l'Ancien Régime que nous avons déjà vues, l'ancienne manufacture royale du Havre, l'ancienne manufacture royale de Morlaix, l'ancienne manufacture également de Tonneins. Tonneins, j'y ai évoqué déjà, c'est une petite ville, mais où la culture et la fabrication du tabac, un peu une exception par rapport au monopole de la ferme générale, a pris une certaine importance au XVIIIe et encore pendant la période révolutionnaire. Et cette manufacture-là, de la ferme royale, qui existe toujours, c'est sur les bords de la Garonne, va devenir la manufacture impériale en 1811. Ailleurs, ces manufactures du début du XIXe siècle, à Strasbourg, la Régie va acquérir une ancienne abbaye, l'abbaye de Saint-Étienne, qui va devenir des locaux de la manufacture. Tonneins, on a vu, c'est la ferme générale. À Toulouse, on va prendre l'ancien couvent des bénédictins. Pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est juste à côté de... C'est la Dorade. Le pont de la Dorade, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est au cœur de la ville, un couvent des bénédictins qui est bien national, qui a déjà été utilisé comme filature de coton pendant la période révolutionnaire et qui va devenir donc en 1811 la manufacture impériale des tabacs. À Lille, de même, on voit les bâtiments occupés qui sont vers les remparts à Lille. C'est un ancien hôpital, l'hôpital du Saint-Esprit, qu'on voit ici dans une carte postale du début du XXe siècle. Marseille, on va créer une manufacture également. Là, il s'agit de bâtiments qui appartiennent, des maisons en fait, qui appartiennent au maire de Marseille de l'époque. Saint-Joseph, il s'appelait, me semble-t-il, qui va vendre donc à la Régie un certain nombre de maisons, rue Sainte. Alors pour ceux qui connaissent Marseille, c'est juste au-dessus du Vieux-Port. Et le bâtiment là encore existe toujours. On voit la façade donc qui donne sur la rue Sainte. On voit encore, on lit un peu difficilement, mais c'est gravé dans la pierre, manufacture impériale des tabacs. Là, l'impérial en question, c'est pour le Second Empire. Là. Et puis à l'intérieur, on voit ces deux bâtiments qui sont représentés ici. Un ensemble, un plan qui date de 1845. Et dans cette usine-là, jusque tard dans le Second Empire, il va y avoir quelque chose comme 1200, 1300 ouvriers. Hein. Pour dire, alors, pour expliquer, pour revenir un tout petit peu sur les localisations de ces manufactures, tous les produits du tabac sont fabriqués avec des mélanges qui peuvent être des mélanges de tabac indigènes, donc qui viennent des zones de culture en France. La culture est dorénavant autorisée, qui va prendre une certaine importance, donc notamment dans le sud-ouest, ou ça peut être des tabacs importés. Et donc les mélanges veulent dire qu'il n'y a aucun avantage à mettre la manufacture à proximité de ces matières premières. Donc on crée les manufactures essentiellement dans des grandes villes, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, des grandes villes où le recrutement d'un nombre important d'ouvriers et d'ouvrières ne va pas déséquilibrer le marché local de l'emploi et ne va pas donner à ces ouvriers trop de pouvoir, justement, sur la gestion de la manufacture. Hein. Donc, des grands ensembles, des grands bâtiments, des biens nationaux souvent, dont la caractéristique essentielle, c'est qu'ils sont construits pour abriter un grand nombre d'ouvriers ou un grand nombre de malades, un grand nombre de moines réunis. Hein. Lille, Marseille,
À Lyon, on va prendre une ancienne usine, c'est une ancienne indiennerie qui se trouve donc sur la presqu'île de Perrache, un peu au sud de là où il y a la gare aujourd'hui. Je pense que l'emplacement aujourd'hui est occupé par le lycée Juliette Récamier. Un grand bâtiment qu'on voit ici donc dans une carte postale de la fin au début du XXe. Et à Paris, on décide, la régie hésite un petit peu, mais la régie décide qu'elle ne va pas prendre la manufacture Robillard, qui est boulevard Montmartre, donc, comme je l'ai dit, dans ce qui sera la mairie du 9e, mais on va prendre l'ancienne fabrique de M. Philippon. Alors, Philippon était un ancien serviteur de la ferme des tabacs qui, dès 1792, va créer sa propre usine avec la Liberté. Il va s'installer dans ce qui est aujourd'hui le 7e arrondissement, dans le quartier du Gros Caillou, et il va créer une usine privée. Qu'on voit ici, c'est un document un peu mauvais, je suis désolé, c'est une diapo scannée, ça donne jamais de très bons résultats, mais on le voit ici, donc la Seine, on voit la rue de l'Université, hein, pour ceux qui connaissent le 7e, donc cette rue-là qui est la rue à l'époque de la Boucherie des Invalides, la rue de la Boucherie des Invalides, aujourd'hui la rue Surcouf, et un ensemble donc qui est essentiellement ici agrandi assez rapidement avec des bâtiments qui vont être construits le long de la rue de l'Université et qui viennent enquister en quelque sorte un bâtiment préexistant qui est la pompe à feu. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la pompe à feu du Gros Caillou. Non, je sais pas. Enfin, la pompe à feu, c'est tout bêtement une machine à vapeur. Hein. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une station élévatoire des eaux. Et ça relève donc de l'organisation de l'approvisionnement de Paris en eau à la fin du XVIIIe siècle, notamment par les frères Perrier. Les frères Perrier qui, en 1777, par lettre patente, vont être chargés de créer une compagnie des eaux. Et pour ce faire, ils vont importer d'Angleterre des machines à vapeur, des machines fabriquées par Boulton et Watt, et ils vont les installer dans des pompes à feu, c'est l'expression de l'époque, parce que c'est ce qui est plus visible, c'est qu'il y a du feu, il y a du feu qui pompe l'eau, des machines à vapeur, donc, qu'ils installent d'abord à Chaillot, et ensuite au Gros Caillou. Ce qui est à noter, justement, c'est où est la flèche, qui a des cheminées, donc il y a des cheminées pour les chaudières, des cheminées qui fument, et il y a cette tour qui est en fait tout bêtement un château d'eau. Hein. Et ce bâtiment de la pompe à feu est situé ici, et c'est la manufacture des tabacs qui va s'enrouler autour de cette pompe à feu, qui en 1860 va finir par faire partie de la manufacture elle-même. Hein. D'autres images, cette manufacture du Gros Caillou, elle a disparu en 1909. Hein. Tout a été rasé à cette époque-là, mais on le connaît relativement bien d'après les plans. C'est un plan qui date du Second Empire. Donc j'ai parlé un tout petit peu de la rue de la Boucherie des Invalides, donc la rue Surcouf. Là, c'est la rue Saint-Jean, aujourd'hui la rue Jean-Nicot, et le quai d'Orsay, avec donc ce bâtiment qui est la pompe à feu. Celle-là a disparu également, c'est l'ambassade de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Hein. Et si vous connaissez l'église américaine est sensiblement située sur ces parcelles-ci. Comme on le voit, cette manufacture du Gros Caillou s'est considérablement agrandie. Hein. Là, on est dans les années 1860. Il y a quelque chose comme 1500, 2000 ouvriers et surtout des ouvrières qui travaillent dans les ateliers, dont la caractéristique principale, c'est d'être parfaitement labyrinthique. On connaît un peu les bâtiments, c'est le bâtiment administratif qui se trouve sur le quai. Où est la flèche? Le bâtiment administratif ici, qui jouxte une halle d'expédition, où donc les entreposeurs et les débitants peuvent venir s'approvisionner en tabac pour la vente. Un bâtiment conçu par un architecte Lacornay en 1827. Et puis, on voit également dans des cartes postales ou des photos anciennes, on peut faire un tout petit peu le tour des bâtiments. Ce bâtiment de Lacornay, donc là au fond, une des rares photos de la pompe à feu du Gros Caillou. Et puis la porte Saint-Jean qui était ici, donc, entre la rue de l'Université et la rue Saint-Jean, qui est l'une des entrées principales. Les photos, donc, qui datent du tout début du XXe siècle, peu avant la démolition de cette usine, qui, notamment à la suite des expositions universelles, n'avait plus tellement sa place
dans un ouest parisien qui est devenu un ouest résidentiel et d'où on chasse littéralement l'industrie. Donc le Gros Caillou est quand même la plus grande usine parisienne du XXe siècle. Hein. Et on le connaît, alors juste pour revenir momentanément sur le plan, on le lit un peu difficilement, mais il y a la fosse aux scories, je crois que c'est ça. Enfin, d'après les renvois, on sait qu'il y a maintenant des machines à vapeur. Hein. Il y a des machines à vapeur dans cette usine depuis la fin des années 1820. Alors, comme j'ai dit, la pompe à feu, 1788, l'introduction de la machine à vapeur a eu lieu à la fin de l'Ancien Régime. Cette manufacture royale gérée par l'État va se mécaniser seulement à la fin des années 1820. Ce n'est pas spécialement précoce. Hein. Mais on voit un petit peu les effets de cette mécanisation dans cette série d'images que je trouve assez exceptionnelle. Je ne sais pas si la semaine prochaine, Nicolas Pierrot, qui vient parler un petit peu de la représentation de l'industrie, va peut-être évoquer ce service des arts industriels, qui est un service d'assiettes en porcelaine pour la manufacture de Sèvres, où justement le peintre sur porcelaine Jean-Charles Develly va représenter un certain nombre de manufactures et de lieux de production industrielle, essentiellement en région parisienne. Et en 1833, c'est tout à fait évident parce qu'on a des esquisses qu'il a fait sur place, il vient dans les ateliers du Gros Caillou pour composer ces compositions, justement, où on voit ici, dans la première image, encore une fois, pas trop loin des planches de l'encyclopédie, l'arrivée du tabac, le stockage des boucaux et des balles, des hommes là qui font le travail d'écotage, des femmes aussi. Ensuite, là encore, les fileurs, toujours en train de faire ses rôles, avec au fond, on le devine là-bas, une de ces presses pour faire les carottes. Mais, 1833, la mécanisation est en marche, hein, on pourrait dire. Et on voit ici, donc, une série de roues qui sont des roues qui font marcher des hachoirs, hein, des hachoirs qui découpent le tabac en fines lanières. On peut voir aussi, quand on a l'œil un peu averti, une table ici, qui est une table chauffée à la vapeur et qui sert à torréfier le tabac. Et puis surtout, chef-d'œuvre mécanique de ces années-là, on voit ici des moulins à râper le tabac, à produire la poudre à priser. Alors j'ai déjà dit que la poudre à priser est l'une des produits essentiels du monopole à cette époque-là, et sa mécanisation, bien évidemment, représente un gain économique, un gain de productivité tout à fait considérable dans ce monde des manufactures où, à partir des années 1820, la mécanisation va progressivement être étendue à toutes les manufactures. Au Havre, dans les années 1830, ensuite on va mécaniser Strasbourg, on le verra. Voilà, juste pour évoquer un tout petit peu, autre source absolument essentielle pour ceux qui s'intéressent au patrimoine industriel, c'est Turgon, les grandes usines de France, donc une espèce de reportage de journalistes sous le Second Empire au début de la Troisième République, où on voit ces hachoirs avec les feuilles de tabac qui passent à travers, hachoirs type guillotine, on voit le couteau qui fait des mouvements verticaux comme cela, pour réduire les feuilles préalablement mouillées, en ce qu'on appelle scaferlati. Enfin, le scaferlati est le nom technique pour le tabac frisé, le tabac coupé, qu'on va fumer essentiellement en pipe ou plus tard en cigarette. Hein. On peut être frappé également, et c'est peut-être quelque chose qui commence à émerger dans ces années-là, par ce dispositif de protection d'une des roues, enfin, qui prend le courroie de transmission. Une question qu'on peut se poser sur ces manufactures, c'est à quel moment l'État commence à se dire qu'il doit montrer l'exemple, qu'il doit être un patron modèle, qu'il doit s'occuper de la sécurité des ouvriers dans ses ateliers. On pourrait penser peut-être que ce système de protection qui empêche justement les vêtements des ouvriers d'être happés par les courroies de transmission, ce qui est une source d'accidents de travail extrêmement important au XIXe siècle, peut-être déjà il y a un peu cette idée d'un État patron modèle. Hein. La torréfaction
après avoir été haché, le scaferlate doit être desséché, torréfié, on dit, donc c'est chauffé, ça donne un certain goût du four, on dit. Et d'abord, on va faire cette torréfaction sur des plaques en fonte qui sont chauffées à la vapeur. Et ensuite, dans les années 1850, on va inventer ce qu'on appelle un torréfacteur mécanique. Hein. C'est le torréfacteur mécanique de M. Roland. Et puis, bien évidemment, ces moulins à râper le tabac, inspirés évidemment des techniques de minoterie, mais qui réduisent automatiquement le tabac préalablement fermenté en poudre à priser, avec des machines, là, montrées dans une encyclopédie, dans un dictionnaire industriel, mais là, les moulins qui se trouvaient autrefois à la manufacture de Pantin, en banlieue parisienne, et là, ce sont les moulins qui se trouvent installés en 1870 à la manufacture de Morlaix, classés donc au titre des monuments historiques. Et dans d'autres sources, comme par exemple ces revues, l'Illustration, Le Monde illustré, on va trouver des représentations de ces batteries de moulins tout à fait impressionnants, avec là, on les appelle les tortilleurs, mais c'est toujours les fileurs en train de produire ces rôles de tabac. Nouveauté, la cigarette. Hein. La première cigarette sort de la manufacture du Gros Caillou en 1843. Mais à l'époque, c'est une fabrication tout à fait manuelle. On fabrique au préalable des tubes en papier qu'on remplit avec du scaferlati. En dessous, nouveauté, les cigarières. Hein. Alors, ce qui se passe en même temps qu'il y a cette vague de transformation mécanique des manufactures, le mode des consommateurs passe au cigare, hein, d'où le besoin d'avoir un nombre très très considérable de cigarières qui sont évoquées ici dans cette gravure que j'évoque là par cette espèce de figure de dandy des grands boulevards qui fume un cigare fabriqué en France et que Develly a déjà vu dans les ateliers du Gros Caillou en 1833, avec cette image qui montre justement le travail des cigarières, chacune assise à sa table de travail à peu près 10 heures par jour, en train de rouler des cigares. Hein. Je trouve que l'image est tout à fait frappante, surtout la manière qu'a trouvé l'artiste, donc de montrer évidemment, il y a un contremaître ou ingénieur avec le chapeau haute forme, mais sa manière de montrer les ouvrières qui regardent le peintre. C'est un peu comme ces photos de la fin du 19e siècle où l'événement photographique est un événement dans les ateliers et tout le monde va regarder justement là l'artiste. Hein. Alors le problème, enfin vous avez bien compris, c'est qu'on n'arrive pas à mécaniser la production des cigares. Hein. Et c'est l'augmentation de la consommation des cigares qui va nécessiter, à partir donc, de la deuxième moitié du XIXe siècle, la création de nouvelles manufactures. Quelques chiffres, j'ai dit, je pense qu'en 1835, par tête et par habitant, on consommait quelque chose comme 393 grammes de tabac. En 1869, à la fin du Second Empire, c'est à 847. Il y a une augmentation par tête de population en même temps qu'une augmentation démographique, une consommation qui a augmenté donc de 156%. En même temps, l'augmentation de la consommation des cigares fabriqués en France est de 1178%, c'est-à-dire une explosion de la consommation des cigares et qui entraîne une explosion dans le nombre de cigarières. Hein. En 1835, ces cigarières sont 1200 sur l'ensemble des manufactures et en 1869, ils sont déjà 15 000. Hein. Pourquoi les cigarières, pourrait-on demander? Parce qu'effectivement, on le sait, qu'à Cuba, le travail de rouler des cigares est un travail d'homme. Les ingénieurs disent toujours, c'est parce que les doigts des femmes sont plus agiles, ils sont plus attentionnés dans le travail, mais évidemment, la raison principale, c'est que les femmes, leur salaire, c'est à peu près la moitié du salaire qui est donné aux hommes à la même époque. Et l'égalité des salaires dans ce monde des tabacs ne date que du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On arrive, alors là, on est au chapitre 2, et je vois que je dois accélérer un petit peu, donc, hein, non, ça va? Enfin, les manufactures du 19e, donc qui sont sous l'enseigne d'une part de la mécanisation et d'autre part d'une augmentation considérable de la consommation des cigares.
Une figure quand même assez importante, c'est ce Eugène Roland, qui est celui qui a inventé le torréfacteur mécanique, polytechnicien. À partir des années 1830, l'administration des tabacs, qui jusqu'alors a eu recours à un ingénieur d'origine anglaise qui s'appelait Holcroft. L'installation des machines à vapeur au Gros Caillou s'était fait par des Anglais et par l'entreprise Manby & Wilson, qui se trouvait à Charenton. Mais à partir des années 30, l'administration décide que les ingénieurs des tabacs vont être des polytechniciens. Et donc, l'un des premiers, c'est Eugène Roland, qui est un grand bâtisseur, un grand technicien et un grand innovateur. Hein. Et la première usine nouvelle, la première manufacture nouvelle au XIXe siècle va être créée à Strasbourg en 1848. Alors Strasbourg, j'ai dit, avait déjà sa manufacture dans l'ancienne abbaye de Saint-Étienne en 1848, entre autres parce que l'église Saint-Étienne est protégée au titre des monuments historiques. C'est assez marrant, mais les monuments historiques déjà ont obligé la construction dans les faubourgs, on est dans la Croûte-Nord à Strasbourg, à construire une nouvelle usine. Hein. Et cette nouvelle usine, la voici. Le document lui-même a une histoire assez intéressante. C'est un dessin, une vue à vol d'oiseau sur parchemin qui est à peu près grand comme ça, et qui a été scellé dans une urne au moment de la pose de la première pierre de cette usine en août 1849. C'était scellé dans une pierre à peu près à cet emplacement-là dans l'usine. Usine donc qui a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1944, et à ce moment-là, au moment des déblais et des travaux de reconstruction, on a trouvé ce document qui annonçait ce qu'allait être cette usine, très orthogonale, on sent bien l'État qui exprime sa puissance à travers cette organisation de l'espace. On voit là un plan de la manufacture sur laquelle, bon, quelle est l'évolution par rapport à Morlaix, par exemple, par rapport à l'évolution par rapport au XVIIIe siècle? Bon, c'est d'une part, évidemment, c'est l'arrivée des machines à vapeur, hein, c'est les deux hautes cheminées qui surgissent de la deuxième cour, avec là le bâtiment des machines et de l'autre côté le bâtiment des torréfacteurs. Hein. La torréfaction dégage des vapeurs ammoniacales, nicotineuses, donc il faut les enlever par des hautes cheminées. Les machines à vapeur, évidemment, les chaudières, ont besoin de tirage par une haute cheminée. Le bâtiment au premier plan, c'est bien évidemment le bâtiment de la direction de l'usine, là où est logé, à l'époque on l'appelait le régisseur, là où est logé le régisseur. Le rez-de-chaussée est essentiellement pour le stockage soit de la matière première, soit des produits finis. Et à l'étage, on trouve les ateliers donc essentiellement occupés par des tablets de cigarières, posés perpendiculairement aux fenêtres pour bien éclairer le travail, avec tout ce qui est mécanique concentré dans ce bâtiment médiane. Là se trouvent donc les hachoirs et, je pense que c'était à droite ici, ces moulins à râper le tabac. Juste pour évoquer quelques vues à l'intérieur de cette usine, en haut, ce sont les torréfacteurs, ces torréfacteurs Roland, donc, et en bas, l'estrade des hachoirs. Hein. Et là, c'est une gravure qui vient un peu plus tard dans le XIXe siècle, lorsque cette manufacture devient allemande. C'est la Kaiserliche Tabakmanufaktur, parce qu'à partir de 1871, c'est dans l'Alsace occupée, et ça reste une manufacture des tabacs, mais on voit surtout ces colonnes de fonte, donc une architecture déjà industrialisée, des colonnes en fonte avec des poêles de chauffage au milieu, et surtout ces tablets de cigarières de part et d'autre près des fenêtres. Hein. Il y a un phénomène aussi dans cette conception de l'espace de production dans les manufactures des tabacs qui est frappant, même s'il est un peu difficile à en tirer des conclusions, mais par tablet de cigarières, il y a 10 cigarières, 5 de chaque côté. Par atelier, il y a à peu près 300
il y a des ateliers pour faire des ateliers de 300 cigarières. Et chaque cigarière est payée en fonction de 1 kg ou 10 kg ou 100 kg de matière produite. Hein. Elles sont payées bien évidemment à la pièce, au rendement. Hein. La paye de ces ouvriers et de ces ouvriers a lieu tous les 10 jours. Hein. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les 10 jours. Hein. C'est-à-dire que ces ingénieurs polytechniciens, me semble-t-il, ont conçu en grande partie l'espace de production en fonction des facilités de comptabilité. Hein. Quand on sait aussi que les usines sont ouvertes 300 jours par semaine, avec donc la fermeture dimanche et la fermeture à la fin de l'année pour la période des inventaires, on a une architecture polytechnicienne et très raisonnée, très ordonnée, et qui, encore une fois, exprime cette puissance fiscale de l'État. Deuxième usine moderne donc, de cette deuxième moitié du XIXe siècle, et là, dans une ville qui jusqu'alors n'avait aucun lien avec l'industrie du tabac, c'est Châteauroux. Hein. Châteauroux, dont le maire, dont le nom m'échappe, a été bien en cours, justement à la cour de Napoléon III, réussit à avoir pour sa ville une de ces manufactures qui est bien évidemment une source d'emploi pour peut-être 1000 ouvrières. C'est évidemment quelque chose pour lequel les villes sont prêtes à faire beaucoup de sacrifices. Hein. Donner les terrains, faciliter l'installation des ateliers. Donc voici 1857, une nouvelle manufacture conçue. SCC, c'est le Service central des constructions, qui a été créé en 1844, qui est donc le service central qui conçoit toutes ces usines, et c'est dirigé donc par Eugène Roland. On fait appel également à un architecte départemental qui s'appelle d'Auvergne. Et par rapport au modèle de Strasbourg, il y a quand même 2-3 nouveautés à noter. On a réduit le nombre de cheminées. Il n'y a qu'une seule cheminée, sans doute parce que les carnaux, depuis la torréfaction et depuis les chaudières, arrivent vers la même cheminée. On a fait, on le voit sur le plan assez bien, des passages de 5 mètres qui isolent les bâtiments les uns des autres. Là, c'est une précaution contre la propagation des incendies. Hein. Et justement, une sage précaution, parce que ce bâtiment-ci a entièrement été détruit par un incendie en 1938, mais l'incendie, évidemment, est limité à un seul bâtiment. En revanche, pour pouvoir circuler à travers tous les bâtiments, une espèce de circuit en U, à la fois horizontale et verticale, il y a des liaisons, des passages de service qui relient tous les bâtiments entre eux. L'autre nouveauté, qui est quand même assez essentielle, c'est, on le voit ici, c'est le chemin de fer. Hein. À partir donc, de la deuxième moitié du XIXe siècle, sauf exception, toutes les manufactures vont avoir leur embranchement ferroviaire particulier pour amener d'une part la matière première, ces tabacs en feuilles qui viennent des régions de culture ou des ports de transit, et pour pouvoir expédier ensuite les produits finis vers une circonscription de vente qui entoure la manufacture. Ce qu'il faut dire aussi à l'époque, toutes les manufactures sont généralistes, c'est-à-dire ils sont censés produire tous les produits couramment consommés, le tabac à fumer, le tabac à priser, le tabac à mâcher et les cigares. Hein. Donc, et ça permet également à la direction générale parisienne, qui est installée en partie à la manufacture du Gros Caillou et en partie au ministère des Finances, donc dans le palais du Louvre, ça permet à cette direction générale parisienne de diriger l'ensemble de l'industrie un peu comme une seule et unique manufacture nationale, et dont les usines en province sont en quelque sorte autant d'ateliers particuliers. D'autres usines... Alors oui, justement, Châteauroux, enfin, on peut noter aussi la cour. La cour intérieure, donc, il y a toujours ce plan orthogonal, toujours la concentration des ateliers mécaniques dans cet atelier central, près, justement, des machines à vapeur. Mais la cour a une autre fonction, ça sert pour la fouille des ouvrières, hein, qu'on voit dans cette photo assez exceptionnelle qui date de 1890, c'est-à-dire cette matière fiscale. L'État, la direction des tabacs est comptable de cette matière et le vol,
quasi endémique dans ces manufactures-là, doit être contrôlé. D'où, donc, à la sortie des usines, la sortie des ateliers, les femmes qui sont rangées comme ça, en randonnant, avec des fouilleurs des chaussures et des fouilleurs des vêtements. Hein. Et dans les archives, j'ai même vu au début du 19e siècle au Gros Caillou, après la fouille, on fouillait les fouilleurs. Hein. Bref. Voilà, et puis également, Châteauroux, c'est pas une grande ville à l'époque, c'est une ville relativement... c'est un chef-lieu de département de l'Indre, mais cette manufacture de Châteauroux, c'est bien évidemment le premier employeur de la ville, hein, d'où un nombre absolument extraordinaire, je crois qu'il y a à peu près une 50aine différentes de cartes postales qui montrent cette scène d'animation journalière qui est la sortie des cigarières, la sortie des ouvriers de la manufacture. Hein. Alors, toujours dans cette vague de construction des manufactures qui commence dans les années 1860, là, on a la manufacture de Nantes. Alors là, on ne le voit pas, mais l'embranchement ferroviaire vient d'en face. On n'est pas loin de la gare de Nantes, c'est le boulevard de Sébastopol, je crois. Encore une fois, c'est le service central des constructions avec un architecte départemental qui s'appelle Joseph Chenonté. À partir de cette usine-là, l'administration va se dispenser des services des architectes. Les architectes, leurs honoraires de 5%, ça représente une charge superfétatoire. Et donc, à partir de cette époque-là, chaque nouvelle manufacture, grosso modo, le service central va sortir ces mêmes plans parisiens et va reconstruire sans avoir recours à des architectes. Marseille, à la fin du Second Empire, nous avons vu la vieille manufacture dans la rue Sainte. Là, il faudrait un nouvel établissement. Marseille, donc on voit la manufacture ici, toujours pareil, le bâtiment mécanique au centre. À Marseille, en outre, il y a cet établissement-là qu'on voit un peu vers la droite, c'est un magasin de transit. C'est là, justement, où des tabacs en feuilles importés notamment des départements de l'Afrique du Nord, en Algérie, vont être stockés avant d'être expédiés, soit utilisés dans la manufacture de Marseille, le quartier de la Belle de Mai, soit expédiés vers d'autres usines. Hein. Toulouse, très belle usine de 1888, Exceptionnellement, pas d'embranchement ferroviaire à Toulouse. On a eu la première manufacture de Toulouse dans le couvent des Bénédictins. Ici, on est entre la Garonne et le canal Saint-Pierre, avec cet ensemble un peu étriqué peut-être, et des bâtiments donc qui datent des années 1880. Ce qui distingue ces bâtiments, les ensembles manufacturiers les uns des autres, c'est leur positionnement par rapport à l'embranchement ferroviaire et les matériaux locaux de construction. Bien évidemment, Toulouse, on est en briques et on est en tuiles romaines pour la couverture. Hein. Ce qui donne entre les... Ben, je ne sais pas, ça doit être pas loin de 3 hectares en fait. Hein. L'entre-deux-guerres, où on a vu naître donc d'abord le service d'exploitation industrielle et ensuite le CETA. L'entre-deux-guerres, donc dans cette revue Je sais tout de 1929, on connaît une extension considérable du nombre de manufactures qui sont maintenant au nombre de 23. Hein. Il y en a 3 en région parisienne, il y a Metz et Nancy, il y a Strasbourg qui est revenu donc dans le monopole après 1918, Nice est une manufacture récupérée au gouvernement sarde, lorsque Nice devient français en 1860, il y a déjà une manufacture qui va devenir partie du monopole, il y a Bordeaux, il y a Nantes, Château, Riant dans le Puy-de-Dôme, encore une petite ville mais qui avait un fort piston dans la personne d'Eugène Rouher, qui était le vice-empereur de Napoléon III. Bref, une couverture du territoire assez importante, au point où, en réalité, l'administration des tabacs commence à trouver qu'il y a trop de manufactures, ce qui expliquera que les manufactures de Dieppe et du Havre qui vont être détruites pendant la guerre, Dieppe en 1942, Le Havre en 1944, ne vont pas être reconstruites. Il y a un autre aspect dans l'architecture de ce service central, il y a notamment tout ce qui est en grisé, c'est les zones où la culture du tabac est autorisée. Et là,
l'administration des tabacs va construire des magasins de transit où, justement, les planteurs viennent livrer les tabacs, où, justement, il y a une main-d'œuvre un peu saisonnière qui sera là pour accueillir ces livraisons, et donc une série de manufactures, de magasins, justement. La confusion est souvent faite, mais il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de machine à vapeur dans ces magasins. La fin de cette histoire, la fin de ces constructions du 19e siècle, ici les Moulineaux, donc c'est la manufacture en banlieue qui a été construite en 1904 pour remplacer le Gros Caillou. Le Gros Caillou a été donc délocalisé, envoyé en banlieue, mais pas très loin. On est à peine à quelques centaines de mètres de la porte de Versailles. Encore une manufacture sans embranchement ferroviaire, car spécialisée ici dans la production de cigarettes de luxe pour le marché parisien. En passant, encore une fois, pour évoquer ce rôle de l'État employeur modèle, c'est la crèche qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, dans la rue Michelet. On voit pas bien, mais c'est MT comme manufacture des tabacs. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, en raison de la présence de toutes ces cigarières, ces femmes, l'État va se mettre à créer des institutions de bienfaisance pour le personnel ouvrier. Enfin, c'est les termes de l'époque, à savoir des salles d'allaitement, des crèches pour les enfants, on voit dans les cartes postales à Dieppe ici, des bibliothèques pour le personnel, des cours du soir, bref, il y a tout un mouvement, des retraites à partir de 1862, bref, les ouvriers d'État, la place d'une ouvrier ou d'une ouvrière au tabac est une place quand même relativement convoitée. Et ce qui fait que dans ces manufactures, il se crée des dynasties ouvrières où justement une mère va faire entrer sa fille, sa nièce, etc. La dernière usine du 19e siècle, en dépit de cette date 1912-1932, c'est l'usine de Lyon. Une grande usine, toujours sur le chemin de fer, c'est le chemin de fer Paris-Genève, toujours la haute cheminée. Tiburce Clunier, qui est l'ingénieur en chef de cette réalisation, c'est un Lyonnais, et il veut pour sa ville natale la plus belle manufacture qui soit, qui est en réalité une espèce de dinosaure, toujours un bâtiment en hauteur, bâtiment à étage, selon des conceptions, mécanisation plus cigare, qui a dominé le 19e siècle. Mais, entre-temps, arrivent des nouveautés, à savoir la cigarette toute faite. Ce que je montre ici, c'est le brevet qui est pris en 1884 ou 80 par James Bonsack, qui invente enfin une machine à faire des cigarettes. Selon le principe du boudin continu, enfin, le papier, le tabac arrivent dans la machine et c'est la cigarette qui sort à l'autre bout, découpée en morceaux. Et on voit ici, à Pantin, on voit ici par terre, par exemple, un peu de cette cigarette en boudin continu qui n'a pas été découpée, mais on voit aussi, on commence à comprendre que cette architecture cigarière du 19e siècle, avec ses poteaux en fente, ses ateliers assez étroits, commence à poser des problèmes pour le déploiement de la mécanisation de la production des cigarettes. C'est-à-dire que l'architecture, qui était une contribution à la production des cigares, commence à devenir un obstacle. Alors, autre modernisation dans la production, c'est le traitement des matières premières par des systèmes, la mouillade, on le fait par des enclaves à vapeur dorénavant. Et puis, on commence à avoir des machines, alors ça c'est tout à fait récent, c'est une machine qui se trouvait à l'usine de Lille, qui n'existe plus, ça s'appelle un HSM, qui veut dire High Speed Machine, donc une machine à grande vitesse. Mais là, on est en train de fabriquer des cigarettes à quelque chose comme 10 000 cigarettes à la minute. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que les usines du 19e siècle, progressivement, vont être fermées, et on arrive au chapitre 3, qui est les usines à cigarettes du 20e siècle. Il y en a 4 en France qui sont construits à partir des années 1900, à la fin des années 50, à Lille, à Dijon, à Riom et ici à Nantes.
d'immenses usines de plein pied. Toutes les machines sont donc sur le sol, à peu près 3 hectares de couverts, les bâtiments administratifs et sociaux qui sont indépendants donc de l'espace du travail, le tabac qui arrive directement par voie de chemin de fer à l'intérieur de l'usine, qui fait son circuit avant de repartir par les mêmes voies de chemin de fer. Ce sont des photos donc d'une plaquette publicitaire pour cette usine qui date des années 1980, on voit la livraison des tabacs à l'intérieur de l'usine, le traitement justement de ces balles par la vapeur, les hachoirs, maintenant ce sont des hachoirs rotatifs, la torréfaction, et là l'atelier de cette grande usine où il y a des regroupements de confectionneurs, de pacteurs, qui fait que les cartouches, ce sont des cartouches déjà emballées. On reconnaît la cartouche des Gauloises qui sort, qui part tout de suite dans un magasin de préparation des commandes où on prépare les commandes des débitants. Donc on est passé donc dans un modèle qu'on appelle parfois un modèle de fluidité industrielle, où justement le travail n'est pas tant de fabriquer ou de faire quelque chose, mais le travail est intervenir en cas de panne. Le travail, c'est entretenir quelque chose pour une fluidité où les tabacs, ils arrivent et les produits finis sortent à l'autre bout. Et bon, voilà justement pour évoquer les bâtiments sociaux ou administratifs de ces usines, ici à Nantes et là à Dijon. Je pense, vous avez vu, le chapitre 3 était très court, ça tombe bien. Chapitre 4, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors donc, la question de la réutilisation, de la reconversion du patrimoine industriel fait essentiellement partie de la deuxième partie des cours qui sont organisés ici, mais je veux l'évoquer très rapidement pour donc, ces manufactures des tabacs, pour dire d'ailleurs que c'est une histoire déjà ancienne. Je vous ai montré la nouvelle manufacture de Toulouse des années 1880. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'ancien couvent des Bénédictins? Alors, en 1895, ça va devenir l'École supérieure des beaux-arts de la ville de Toulouse. Et on reconnaît donc ces bâtiments. Alors, il y a une nouvelle façade un peu Palais des Beaux-Arts, qui est conçu par l'architecte Pierre Esquier, mais à l'intérieur, cet espace qui pouvait abriter des cigarières abrite aujourd'hui des peintres, des étudiants en Beaux-Arts. Hein. Donc c'est une reconversion, je dirais, on les a qualifiés parfois de reconversion vernaculaire, c'est-à-dire ce qui intéresse là, c'est l'espace disponible, une possibilité économique de mettre une nouvelle activité, sans préoccupation de préserver le patrimoine, bien évidemment. À cette époque, cette préoccupation à l'égard du patrimoine de ce genre-là n'existait pas. Mais à partir des années 1980, avec une nouvelle sensibilité au patrimoine industriel, un certain nombre de ces anciennes manufactures vont être protégées au titre des monuments historiques, c'est le cas d'Issy-les-Moulineaux, et vont connaître des opérations de reconversion que je vais évoquer très rapidement. Donc la manufacture d'Issy-les-Moulineaux, qui a été converti par les architectes Seria et Coupel, converti en logement de fonction pour le ministère des Finances, avec quelques commerces et un restaurant qui a le nom Manufacture, que je trouve très générique, d'une absence d'imagination singulière, mais bon, il y a un restaurant qui s'appelle La Manufacture, dont la cour supérieure, on voit que la cheminée a été tronquée sous prétexte donc de sécurité. Mais bon, voilà, la reconversion est là en marche. Nantes est devenue des équipements municipaux, des logements, je crois qu'il y a une auberge de jeunesse. Et puis là, il y a aussi un effort pour rappeler ce que c'était que ces ateliers avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, à savoir avec une statue qui représente une cigarière, et puis dans les allées, des photos agrandies qui représentent, donc c'est des albums qui représentent le personnel de cette usine dans les années 1920, et qui sont là pour montrer un tout petit peu, pour ceux qui s'y intéressent, évidemment, c'est pas obligatoire de s'y intéresser, mais qui rappellent un petit peu l'existence ancienne de cette manufacture. Nancy est devenue un pôle culturel et universitaire depuis les années 1980. Il y a un théâtre, il y a un conservatoire de musique, il y a des locaux du CNRS.
Marseille, Belle de Mai, assez connue, c'était la friche de la Belle de Mai, qui était dans une partie occupée par un système friche-théâtre, qui a beaucoup fait pour mettre le mot friche un peu à la mode, et ensuite une conversion en 3 étapes, donc la partie la plus ancienne, donc le Second Empire devenu un pôle patrimoine, c'est aujourd'hui les archives municipales, une partie moderne, c'est la partie moderne qui a remplacé les magasins de transit, c'est là, paraît-il, où on tourne une émission à la télévision qui est connue, qui s'appelle Poubelle la vie ou un truc comme ça, non? Et donc, dans ces ateliers-là, et puis au fond, il y a un truc qui s'appelle la friche théâtre, au lieu de tags et de création genre rap, quoi. Et puis, plus concerté, c'est cette manufacture dinosaure de Lyon, qui a été convertie donc en université, Jean Moulin III. On voit donc la cour supérieure là, avec ces bâtiments. Un bâtiment neuf pour abriter la bibliothèque, mais essentiellement, on a conservé l'ensemble de ce bâtiment qui date donc du début du XXe siècle. Donc c'est la bibliothèque, là, l'atelier Albert Constantin, qui est le personnage qu'on voit ici, qui traverse sa création. Et Morlaix, je vous ai dit, a été classé en 2001, a cessé ses fabrications en 2004 seulement, et là, il y a une opération qui est encore en cours, qui est de reconversion en trois pôles essentiellement. Il y a un pôle enseignement qui est déjà venu, un IUT, qui est venu s'installer dans les bâtiments des années 20, des locaux pour la communauté des communes qui est dans ce bâtiment qu'on appelle la cathédrale, qui date des années 1920 également. Le logement est redevenu logement, il y a des appartements là-dedans, là aussi, et puis des opérations en espoir d'activité économique qui tardent un tout petit peu à se réaliser, et dans ce bâtiment au centre où il y a les moulins à râper le tabac, un projet de musée qui va évoquer l'histoire de la baie de Morlaix et l'histoire de cette grande manufacture qui a tellement marqué la ville de Morlaix, hein. Mais je vous montre dans ces dernières images, c'est une opération encore en cours. On voit le bâtiment XXe siècle déjà transformé en bureau, mais là, l'architecte en chef des monuments historiques qui fait la restauration de la toiture et les cases de râpé où on stockait la poudre à priser, on ne sait pas trop bien quoi en faire. Et donc sur cette image de quelque chose, d'une histoire qui n'est toujours pas achevée, qui se perdure, je vous remercie de votre attention.